Bonjour à tous. Avez-vous les bons indicateurs pour mesurer la performance de votre entrepôt? Pour répondre à cette épineuse question, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau François Rocher. François Rocher, vous êtes associé au cabinet Diagma. Et Guilherme Reynum d'Acosta, vous êtes donc senior manager du cabinet Diagma également. Et donc, vous aurez tout au long de cette matinée, enfin tout au long de cette heure de conférence, le loisir de répondre à la question. Alors c'est une question qui concerne beaucoup de monde, puisque vous êtes très nombreux ce matin à être inscrits pour cette conférence. Peut-être au préalable, quelques mots pour présenter le cabinet Diagma, François? Oui, tout à fait. Donc, le cabinet Diagma, c'est un cabinet qui existe depuis une cinquantaine d'années maintenant, et dont la mission est de mettre en place des supply chains adaptés au business model de ses clients. Avec bien évidemment une notion de satisfaction et de création de valeur durable, puisque c'est l'ère du temps. Donc, dans cette organisation que nous avons défini 4 piliers qui puissent accompagner les entreprises. Le premier pilier, c'est le domaine de la stratégie. Donc, bien évidemment, stratégie supply chain, puisque Diagma est avant tout entièrement concentré sur le domaine de la supply chain. Et dans le pilier stratégie, on travaille avec les entreprises de façon à ce que on réponde aux attentes, aux ambitions business. Donc, quelle organisation, quelle gouvernance, quel processus, quel outil, quel SI, quelles compétences, de façon à créer de la valeur et répondre aux attentes des clients. Le deuxième pilier, c'est le domaine du network design. Donc là, on est plus dans l'optimisation, soit des sites logistiques, soit des sites industriels, et bien évidemment, surtout avec les sujets de mécanisation, de travailler sur le RSE. Le troisième pôle, c'est à la SNOP et la planification des flux. Donc ce pôle-là, c'est de travailler de façon très opérationnelle sur les problématiques d'organisation, les problématiques de processus et de systèmes d'information, de façon à mettre en place tout ce qui est le domaine du pilotage des flux, donc les prévisions, la planification de production, les approvisionnements, la distribution, l'optimisation des stocks, tout un domaine assez vaste. Enfin, le quatrième pilier dont je m'occupe plus précisément, dont on va parler aujourd'hui, c'est celui des entrepôts et des réseaux de transport. Et bien évidemment, dans le domaine des entrepôts, il y a une forte composante sur le domaine de la mécanisation des entrepôts et puis de l'optimisation des réseaux de transport. Voilà. Alors, les principaux secteurs, bien évidemment, quand on a 50 ans d'âge, on a touché à beaucoup de domaines. On touche au domaine du B2B, du B2C, bien sûr. On travaille beaucoup dans le domaine de la mode, du luxe, mais également alimentaire. Et puis, dans les industries, aussi bien l'industrie d'assemblage que de process. Enfin, dernier secteur sur lequel on travaille, c'est le domaine de la santé et des services. Voilà. Alors, François, comment on peut définir ce que vous appelez la performance d'un entrepôt? Alors, c'est une question que je pose souvent quand j'interviens dans une entreprise en disant « mais quelle est la raison d'être d'un entrepôt? À quoi ça sert ?» Alors, c'est amusant parce qu'il y a une multitude de réponses possibles du genre c'est pour stocker les marchandises. Oui, mais la raison d'être d'un entrepôt, c'est pas de stocker des marchandises. Donc, quand on travaille sur ce sujet, on se rend compte, et moi j'en suis arrivé à une conclusion, c'est que le cœur et la raison d'être de l'entrepôt, c'est de tenir la promesse que l'on a fait à ses clients. Promesse qui peut être différente en fonction de la typologie des clients, on l'abordera. Mais le cœur, c'est vraiment de tenir cette promesse. Or, on constate que souvent, dans le domaine des reporting, des tableaux de bord, dans tous ces domaines-là, eh bien, il y a quand même une priorité sur la productivité. Alors, on va voir des coûts à la pièce, on va voir le nombre de colis préparés ou de lignes préparées par personne, on va voir au niveau de la réception, combien je fais de réception dans une journée, ainsi de suite. Alors, en plus, quand on mécanise, on va surtout se préoccuper de la cadence de la machine. Mais réfléchissons, si on a une cadence extraordinaire de machine,
mais que la promesse client n'est pas tenue, ben, on ne répond pas à la finalité quoi, de C'est l'entreprise. pas toujours inconciliable non plus. C'est pas toujours inconciliable, bien évidemment. Donc, je crois que si on doit poser vraiment les bases d'un système de données, de KPI, il faut avant tout de regarder la promesse que l'on a faite à ses clients et est-ce qu'on est capable de la tenir. Alors, tout de suite, derrière cette petite introduction, on va se poser la question, mais comment je vais choisir ces indicateurs pour définir cette cible? Donc alors, là, on va se mettre en place à la fois des éléments internes et des éléments externes. Les éléments internes, c'est d'abord, on va se comparer par rapport au passé. Ok, qu'est-ce que j'ai fait hier par rapport à avant-hier ou ainsi de suite. Ou on va se comparer par rapport à un budget. Est-ce qu'on m'a fixé tel objectif sur tel KPI? Est-ce que j'y arrive? Est-ce que je le dépasse? Voilà. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir avoir une vision avec des éléments extérieurs. Parce que si je suis complètement déconnecté par rapport à des performances de mes concurrents, tôt ou tard, je vais le payer cher. Alors, le deuxième volet, c'est qu'il faut, puisqu'on a parlé de la promesse client, sans doute segmenter cette promesse client. Parce que souvent, on nous dit, tiens, notre objectif, c'est de faire, par exemple, de déplacer un cut-off qui était à 14 heures et de le déplacer à 16 heures ou 18 heures. D'accord? Donc, ça va permettre d'augmenter la contrainte. Mais en augmentant la contrainte, en général, on augmente les coûts. Si je n'ai plus que 3 heures avant mon départ camion pour préparer les commandes, c'est pas la même chose que si j'ai 6 heures où je peux faire du lissage. Donc il y a un compromis à faire entre cette promesse client et le coût que cette promesse va faire, quoi. Donc c'est un équilibre qu'il faut trouver parce que un entrepôt, souvent, il y a une variabilité extrêmement forte de travail d'un jour sur l'autre, surtout depuis le développement du e-commerce. Et donc, cet équilibre que l'on doit trouver en permanence, c'est sage de pouvoir ne pas avoir forcément la même promesse pour l'ensemble du groupe de son client. Je prendrai un petit exemple aussi, Amazon. Je veux dire, quand vous allez sur Amazon, l'idée, c'est qu'on a tous une promesse quasiment à 24 heures, et même dans la journée, sur certaines zones, mais on s'aperçoit aussi que quelquefois la promesse n'est de 4 jours, 5 jours, 6 jours. Donc on s'aperçoit que il ne doit pas y avoir une seule date, quoi. Alors maintenant on va voir comment on va fixer son taux de service et puis qu'est-ce qu'on va voir, entre guillemets, quel est Alors là, par exemple, j'ai un taux de service de 98,5. On pourrait s'en satisfaire, on pourrait se dire, tiens, c'est bien. Moi, je dis, tant qu'on n'est pas à 100%, il y a quand même des progrès à faire, quoi. Alors, on va commencer par voir le détail entre le standard et les urgents. Là, on va s'apercevoir que, forcément, on est meilleur parce qu'on donne la priorité dans l'entrepôt aux urgents et que le standard est un peu moins bon. Si j'éclate cette donnée sur le retail, le wholesale ou le B2C, là, je vais m'apercevoir qu'au contraire, j'ai privilégié le B2C, ce qui est quand même en rapport avec l'urgent, par rapport au wholesale. Alors, maintenant, il y a un domaine qui est important, c'est de maîtriser le niveau de détail. Parce qu'on constate, quand nous, on intervient dans les entreprises et qu'on demande aux gens de nous dire donnez-nous vos tableaux de bord, comme ça on voit grosso modo quelles sont les bases sur lesquelles on est jugé et ce qu'on peut faire pour améliorer. Soit c'est trop macro, alors quelquefois c'est même inexistant, il y a des KPI qu'on demande et puis on dit on les suit pas. Bon. Soit, et c'est souvent le cas, c'est trop micro pour des gens qui ont développé des KPI, et on se retrouve avec des listes de 50 KPI. C'est trop, quoi. Tout le monde peut comprendre qu'on ne peut pas suivre 50 critères comme ça, de façon très fine. Donc il faut, dans un premier temps, se concentrer sur des objectifs majeurs. Moi, je dis qu'une dizaine de KPI, c'est déjà important. Mais après, on va s'apercevoir que derrière ces KPI de base, on va sans doute avoir des KPI peut-être un petit peu éphémères, on va en parler.
Alors, comment choisir ces indicateurs? D'abord, un indicateur qui ne m'aide pas à prendre une décision, on peut se poser la question à quoi il sert. Bon, je veux dire, ah oui, j'ai un bel indicateur, il est très bien, voilà, c'est super, mais à quoi ça sert si j'ai pas une décision à prendre par derrière, quoi. Se faire plaisir. C'est à se faire plaisir, voilà, comme tu dis, exactement. Et donc, première chose, c'est à partir de ce qu'on me donne comme données, je dois pouvoir prendre des décisions. Ça peut être d'ouvrir la bouteille de champagne parce qu'on a atteint l'objectif qu'on voulait, quoi. Mais surtout, derrière, il va falloir identifier ce qui nous empêche d'atteindre les objectifs. Un KPI qui est dans une zone rouge, entre guillemets, qui n'est pas bon, il faut progresser. Et pour progresser, il faut savoir exactement quelles sont les raisons pour lesquelles on n'a pas atteint cet objectif. Donc si je reprends maintenant l'exemple de tout à l'heure, on avait 1,5% de taux de non-service, ce qui est intéressant, puisque je le disais, moi, l'objectif, c'est d'atteindre 100%, c'est d'avoir le détail de ce 1,5%. Pourquoi où est-ce que j'ai été défaillant? Donc là, par exemple, sur un petit exemple, on voit que la moitié de cette défaillance, c'est des ruptures de stock. On a un problème de supply. Alors, ça peut être une rupture de stock dans le picking, ça peut être une rupture de stock dans l'entrepôt. C'est pas la même chose. Et puis, il peut y avoir des préparations en retard. J'avais pas assez de personnel ou j'ai mal distribué mon personnel dans la journée et du coup, je suis en retard, quoi. Et ainsi de suite. Mais je dirais que quand on voit des chiffres comme ça, on se dit, ouais, quand même, 1,5%, c'est pas mal. Et puis 0,76%, hein, ok. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de se dire, j'ai 1931 clients qui ont été impactés. Il faut faire descendre le client dans l'entrepôt. Ça, c'est fondamental. Et donc, il faut raisonner en se disant, mais là, dans le cas précis, j'ai presque 2000 clients qui ont été impactés par mon insuffisance. Alors, c'est vrai que je pourrais mettre les clients qui n'ont pas été impactés, c'est plus positif, mais il faut travailler là-dessus. Et je me souviens d'une discussion que j'avais avec la directrice d'une grande entreprise de B2C dans le domaine de la chaussure, et elle me disait, chaque fois qu'on perd 1 point en taux de service, je suis obligé de doubler mes effectifs parce que tout le monde appelle. Donc vous voyez que c'est pas 1%, c'est très fort, quoi. Ça peut avoir des conséquences très fortes, parce que quand vous doublez, je veux dire, où sont mes colis, quand est-ce que je vais recevoir mes chaussures, et ainsi de suite. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Guilherme pour parler des outils de façon beaucoup plus opérationnelle. Merci François. Donc François nous a expliqué comment définir, comment mesurer la performance. Moi, je vais vous parler un peu plus de comment l'animer, comment atteindre ces objectifs fixés. Donc là, c'est un travail qui se fait sur plusieurs fronts. On ne peut pas forcément parler d'étapes, c'est plutôt plusieurs choses qui se passent en simultané. Donc on a regroupé ça dans trois groupes, trois grands outils. On peut commencer par la tour de contrôle. La tour de contrôle, si on fait les parallèles avec l'aéronautique, c'est la mesure en temps réel pour une prise de décision, comme disait François. On est dans l'immédiat. On va regarder via des radars les positions des avions, on va décider quelle piste d'atterrissage pour un, pour l'autre, dans quel ordre. Donc c'est le pilotage opérationnel par excellence. On a de l'autre côté, on a le tableau de bord, dont la différence majeure va être cet horizon de temps. Les tableaux de bord, il n'est pas dans les présents, dans les médias comme la tour de contrôle. On va plutôt mesurer des performances dans les passés. On va constater ce qui a été réalisé. Là, les parallèles un peu immédiats avec l'automobile, un tableau de bord dans une voiture, il peut être un tout petit peu piégeux parce qu'on se retrouve avec plusieurs instruments dans un tableau de bord automobile qui sont plutôt dans les domaines de notre définition de la tour de contrôle, dans les sens où on va voir, par exemple, un voyant d'alerte sur une température moteur, c'est par rapport à l'immédiat, on prise de décision dans l'immédiat. Donc, les deux vont forcément se compléter, les deux vont être dans la prise des températures, dans la mesure d'une performance, toujours avec cette idée d'action, mais il faut malgré tout cette socle qui est notre troisième point, les
socle qui va trouver les raisons qui expliquent cette performance, qui va établir des plans d'action correctifs pour des dysfonctionnements, des améliorations continues, des plans des progrès, des plans de rupture, des projets. Donc, ça va faire ces 3 éléments qui vont nous aider à piloter la performance. Si on regarde chacun individuellement, la tour de contrôle, comme je disais, les pilotages opérationnels, très terrain, dans l'immédiat du temps réel. On parle d'indicateurs de temps réel qui vont être mesurés pour des prises de décision. On fait un point dans la matinée pour décider ce qu'on fait dans les restants de la journée. C'est très, très concret. C'est super important. Et malheureusement, c'est souvent un peu négligé dans les entrepôts. C'est-à-dire qu'il y a une liaison très forte, souvent, qui s'y limite à la mécanisation. Quand on a une zone mécanisée de l'entrepôt, par rapport à la maintenance, on va se mettre plein d'indicateurs qui vont suivre la saturation de la machine, une panne, etc. Ça fait bien sûr partie de la tour de contrôle, mais on ne peut pas le limiter à ça, en fait. Pardon, quand vous parlez de tour de contrôle, on parle d'un outil informatique ou pas forcément? Ben, pas uniquement. La plupart du temps, par ces besoins d'être en temps réel, en tout cas dans l'horizon très court, ça va être souvent lié à des choses informatiques pour qu'on puisse avoir des choses qui s'alimentent naturellement, mais pas que. On peut piloter des choses de manière un peu plus à l'ancienne, entre guillemets, dans le manuel. Avec quelques exemples tout à l'heure, on peut revenir sur cet aspect de qu'est-ce qui peut être au-delà de l'informatique. Mais souvent, ces besoins de temps réel font en sorte que les outils vont nous aider beaucoup et il y aura cette relation. D'accord. Ils vont être très importants parce que c'est grâce à ça qu'on arrive à anticiper. C'est-à-dire on n'est plus dans le a posteriori avec les tableaux de bord. Dans la tour de contrôle, on essaye d'anticiper et on essaye de prévenir les dysfonctionnements et de les corriger en cours de journée. C'est ça qui va nous permettre de ne pas subir des effets, mais plutôt de les piloter. Donc, c'est très important cette descente dans les terrains. En gardant les parallèles de l'aéronautique de tout à l'heure, on sait très bien que grâce à plein d'instruments, on peut, un avion qu'il aille du brouillard, on se dit conduire dans un brouillard, en imaginant nous-mêmes dans une voiture, c'est beaucoup plus compliqué. Dans l'aéronautique, avec tous les tours de contrôle, tous les éléments, les instruments, on peut les faire de manière très, très sécurisée. Et c'est grâce à ces éléments dits tours de contrôle dans notre classification qui vont nous aider à faire ces pilotages dans toutes les conditions. Et son élément terrain permet d'aligner toute l'entreprise. Certes, un taux de service, il est facilement compréhensible pour tout le monde, mais pour l'activité de l'opérateur lui-même, à l'instant où il est en train de travailler, il ne sait pas forcément faire les liens entre ces taux de service et ce qu'il est en train d'exécuter. C'est ces éléments de taux de contrôle qui vont permettre de descendre au niveau des activités et faire un peu ces liens et aligner tout le monde. Donc, pour prendre un exemple, lié à la tenue de la promesse du délai client au niveau de l'expédition de l'entrepôt. Là, on illustre avec plusieurs départs camions, donc à 2 moments différents dans la journée. En haut, on est, disons, en début d'après-midi. On a nos différents camions qui vont partir et on sait montrer à l'instant donné qu'est-ce qui est déjà prêt, qu'est-ce qui est en cours de préparation, qu'est-ce qui reste à lancer. Et ça permet de visualiser rapidement où est-ce qu'il faut prioriser, s'il y a éventuellement un départ proche qui est un peu plus en retard par rapport aux autres, comment prioriser au niveau de lancement des commandes ou identifier par exemple qu'on aura du mal à tenir la journée parce que les volumes sont trop importants, on est trop en retard et de suivre cet avancement. Donc ça permet de prendre des décisions au fur et à mesure qu'on avance dans la journée. Okay? Un autre exemple, ça va être si on est dans plusieurs zones de préparation dans un entrepôt. En suivant la charge de chacune des zones, l'exemple de la gauche que vous voyez à l'écran, on va se rendre compte que peut-être on est plus à l'aise au niveau des ressources dans une zone déterminée que dans une autre. Donc là, par exemple, on a les bleus, c'est ce qui a déjà été réalisé, l'orange, les restes à faire. On voit qu'on est à peu près équilibré entre ce qu'on a déjà fait et ce qui reste à faire, sauf dans la troisième zone, où on voit que le reste à faire il est beaucoup plus important de ce qu'on a déjà réalisé. Il y a peut-être un transfert de personnel à faire d'une zone à l'autre pour rééquilibrer un peu tout ça et s'assurer qu'à la fin de la journée, on aura traité toutes les zones. Donc, c'est un élément qui va permettre de piloter les ressources au sein de l'entrepôt.
Un autre exemple à droite, c'est une capture d'écran qu'on a fait d'un pilotage de rampe de tri dans un de nos entrepôts de nos clients, où on voit, c'est une organisation, on a un nombre limité de voies de tri, c'est assez courant dans les entrepôts, et donc au fur et à mesure de la journée, on va les affecter à un certain type de départ pour palettiser, et il va falloir faire des affectations dynamiques. Et cet écran-là permet de comprendre les voies qui sont encore en cours de traitement, des voies qui ont déjà tout traité. Vous voyez les petits carrés bleus, c'est des voies sur lesquelles tous les colis attendus sont déjà arrivés. Donc ça, on sait que s'il reste encore des colis dans la rampe, il faut vite les palettiser pour qu'on puisse lancer une nouvelle affectation et lancer des nouvelles vagues de préparation, toujours avec cet objectif de tenir la promesse client et de traiter les choses de façon à ce qu'on soit performant par rapport à ce qu'on avait prévu. Okay. Ça, c'est par rapport à l'aspect terrain très quotidien. Si on se concentre un tout petit peu plus sur la partie tableau de bord, donc les tableaux de bord, comme je disais en introduction, des mesures qui sont par rapport à un résultat déjà constaté, ce qui va venir en complément. Ça nous permet de bien comprendre, comme avait évoqué François, est-ce que je suis en ligne avec mes objectifs? Est-ce que je progresse par rapport au passé? La semaine dernière, j'ai été peut-être pas au niveau. Est-ce que je suis en amélioration? Les tableaux de bord, il va avoir un côté très périodique. C'est-à-dire qu'on va mesurer certaines choses tous les jours, toutes les semaines. Et il ne faut surtout pas hésiter aussi à moduler ce qu'on mesure par rapport à leur pertinence dans les temps. Un exemple, c'est un taux de service. Ça peut faire beaucoup de sens de le mesurer tous les jours. Sur certains entrepôts où on a 2 mois, voire 3 mois de stock, mesurer le niveau de stock tous les jours a peut-être un intérêt beaucoup plus limité. Il ne va pas évoluer tant que ça d'un jour à l'autre. Il ne faut pas hésiter à se concentrer pour que ça ait plus de pertinence à moduler qu'est-ce que je mesure par rapport à un horizon de temps. Et cette pertinence, elle veut dire quoi? C'est de chercher de la qualité plutôt que la quantité, cibler qu'est-ce qu'on est en train de mesurer. Et la qualité n'est pas les résultats de l'indicateur lui-même. Bien évidemment, si on est performant, c'est encore mieux. Mais la qualité ici, c'est plutôt les liens, comme disait François, sur la prise de décision. Si j'ai un indicateur que je mesure tous les jours, mais qui l'amène à aucune décision, il n'est peut-être pas si pertinent que ça. Et dans ces blocs, peut-être pour compléter l'aspect tableau de bord, il faut surtout les mettre en forme de façon à ce que ce soit ça bien évident. Les choses, elles doivent être claires. Donc, un contre-exemple qu'on montre ici à la gauche, c'est que les besoins de mesurer différentes choses, d'historiser, faire en sorte à ce qu'on tende plutôt à des bases de données. Ça en fait partie, bien évidemment, mais on ne peut pas considérer que les tableaux de bord, c'est tout simplement ces mesures-là. Dans un tableau comme celui-ci, c'est difficile à prendre ses repères, déjà à savoir quelle ligne est plus importante que l'autre, est-ce qu'on est à l'objectif. Il faut toujours trouver des illustrations, plutôt dans quelques exemples des droites, avec des graphiques par rapport à l'évolution dans les temps, des voyants code couleur, on est dans les verts, on est dans les rouges, et rendre des choses plus visuelles, quitte à les segmenter en multiniveau, c'est-à-dire j'ai une première vision un peu plus macro qui va intéresser un plus grand nombre, et après je peux venir creuser au fur et à mesure différents indicateurs avec des variantes, et pour que la lecture soit plus facile, un multiniveau est souvent aussi intéressant. Cette partie-là, tour de contrôle, tableau de bord, on a mesuré, on a constaté la performance, on a agi dans les médias, mais peut-être un peu plus à long terme, il y a les pilotages de la performance via des plans d'action. Les plans d'action qui vont s'établir avec une notion un peu séquentielle, avec des choses qui vont se passer de manière cyclique. On va faire les diagnostics, il faut comprendre d'où viennent les soucis pour d'après établir les plans d'action. Cette identification, elle se base bien entendu sur nos indicateurs déjà sur place, mais parfois il faut aller un peu plus loin, il faut observer davantage, il faut aller un peu au-delà. On va regarder dans le terrain, on va essayer d'identifier ces irritants qui nous empêchent d'atteindre la performance. On va les attaquer avec des plans d'action, mais attention importante à ne pas se disperser. Les plans d'action, une des erreurs qu'on voit souvent chez nos clients, c'est la volonté de tout résoudre en même temps. Et on finit par avoir beaucoup d'actions en parallèle, ce qui mène leur aboutissement un peu plus compliqué. Il faut bien prioriser, attaquer les choses dans l'ordre, choisir ses combats, si on veut le dire comme ça, et
ce qui rend cette troisième étape de suivi forcément essentielle. Il faut bien arriver jusqu'au bout. Et ces suivis, il peut se traduire parfois sur des mesures. On dit ça plutôt des indicateurs éphémères. On va mesurer quelque chose, les temps de constater les progrès dans les plans d'action. Et après, on va les abandonner. Quelques exemples d'actions un peu... Quelque chose qu'on ne pense pas souvent, on avait un problème de productivité dans un entrepôt qui avait chuté par rapport à une mise en place d'un schéma automatique des prélèvements pour les pickings. Et finalement, en creusant, on avait aidé les clients à identifier qu'il y avait la mise en place de cette fonctionnalité avait rallongé les temps de réponse des terminaux. C'est pas du tout quelque chose qu'on suit dans un tableau de bord. On pourrait pas forcément l'identifier, mais l'observation terrain amène à identifier certaines causes qui viennent complémenter notre suivi de la performance globale. D'autres exemples par rapport à un entrepôt avec des convoyeurs à gare. Les convoyeurs à gare, ils ont un inconvénient qui est parfois une maîtrise moins forte du temps de traversée d'un colis. On lance la préparation, il doit visiter parfois 4, 5 gares et on maîtrise un peu moins combien de temps il va le prendre, ce qui est un peu difficile par rapport au respect des cut-offs. Donc, pour bien piloter ça, on avait mis en place chez un client, par exemple, une identification du nombre de gares visitées pour s'attaquer à comment j'ai réduit ça de manière à ce qu'un colis lancé il soit prêt dans un délai plus court et tenir ces cut-offs. Donc, dans cet exemple particulier, c'était par rapport à quelles sont les règles de colisage attendues par les clients. On va séparer par domaine, c'était dans les textiles. Donc, c'est par exemple mettre tous les pantalons ensemble, l'univers homme séparé de l'univers femme. Donc, l'implantation des produits dans les gares devrait suivre ça pour optimiser cette fluidité. On a aussi des éléments de saturation des gares qui sont importants à suivre parce que on a une certaine capacité, on se dit que tout est bien, mais au moment de s'approcher du cut-off, s'il y a beaucoup plus de charges dans un gare qu'un autre, on va peut-être être aussi en difficulté. Donc, ce sont des éléments que le diagnostic a aidé à mettre en place. Ils vont se traduire par un suivi particulier de l'impact de certains plans d'action, mais qui vont nous permettre de bien agir et faire monter la performance de l'entrepôt. Peut-être quelques mots de conclusion, François? Eh bien, écoute, avec plaisir. Donc, on arrive à la fin de notre présentation. Et donc, on va retenir les 5 points qui nous semblent extrêmement importants. Le premier point, c'est effectivement, comme on l'a dit, ne pas se disperser. Il faut se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, on l'a dit et on l'a répété, c'est de tenir sa promesse client. Et je dis même avant de mesurer la productivité, il est important de s'assurer qu'on est en phase sur la promesse que l'on a faite. Et éventuellement de la modifier et de la faire évoluer. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une supply chain à l'intérieur d'un entrepôt. Il y a des gens qui font de la réception, des gens qui font de la mise en stock, des gens qui font la livraison, de l'approvisionnement picking, du picking, de l'emballage, de la distribution. Donc on est dans une chaîne, c'est une micro-supply chain. Ce qui est important, c'est que tous soient alignés sur les mêmes objectifs. C'est-à-dire avant tout, si par exemple je m'aperçois que je n'ai pas assez de personnes dans une zone d'expédition pour terminer avant mon départ de camion, je ne dois pas hésiter et l'organisation doit pouvoir favoriser le phénomène d'aller prendre des gens qui sont en réception pendant 1 heure ou 2 pour aider, qui est vraiment un esprit d'équipe et que chacun n'ait pas ses objectifs dans son coin sans se préoccuper de ce qui se passe à côté. Le troisième point, c'est effectivement d'identifier les irritants, de faire des diagnostics, de façon à identifier les raisons pour lesquelles je n'ai pas tenu ma promesse ou bien ma productivité est insuffisante. Je néglige pas cet aspect-là. Donc, il est important de voir quels sont ces irritants, les obstacles qu'on peut identifier. Et c'est pas forcément, ça saute pas forcément aux yeux. Et comme l'a dit Guilherme, c'est là où on peut mettre en place des KPI éphémères, tels que mesurer le taux de réponse des terminaux portables. On va le faire pendant 1 semaine, 15 jours, le temps qu'on résolve le problème. Et puis, quand on s'aperçoit que le problème est dans les clous, on laisse tomber, quoi. Alors,
pour ça, bien évidemment, on va prêcher pour notre chapelle, comme on dit. Une vision extérieure, c'est toujours bon. Nous, souvent, on arrive sans aucun préjugé, sans aucune histoire, alors que l'entreprise a une histoire, et souvent, ça tourne un petit peu toujours avec la même logique, le même raisonnement. Et on va sortir peut-être des clous, on va ouvrir le champ des possibles par une vision extérieure. Enfin, et c'est un peu lié à cette vision extérieure, moi j'attache beaucoup d'importance, et je le dis aux équipes de chez Diagma, le terrain. C'est-à-dire que tous les progrès que j'ai pu apporter dans les entreprises viennent principalement par l'observation. On n'observe pas assez. Quand on propose de visiter un entrepôt, moi je considère qu'il faut y passer 3 heures, 4 heures. Et il faut y revenir 2 fois, 3 fois, parce que ce qu'on a vu la première fois, on la voit pas, on la voit une deuxième fois, et ainsi de suite. Donc, il faut partir du terrain, parce que le terrain, c'est... Prenons un exemple tout simple. Si j'ai un poste de travail qui est mal aménagé, eh ben c'est par l'observation que je vais voir qu'il est mal aménagé. Les chiffres vont me dire ta cadence n'est pas bonne, mais c'est par l'observation que je vais voir que les gestes sont pas bons, l'implantation du poste est mauvaise, et ainsi de suite. Donc, j'insiste beaucoup sur cette approche terrain qui doit être en corrélation avec les KPI. Merci à tous les deux. Alors, bien entendu, nous attendons vos questions. Moi j'aurais simplement une remarque. Je trouvais vraiment cette présentation passionnante, et puis beaucoup d'éléments seraient à débattre ensuite. Enfin, ça nécessiterait bien entendu beaucoup plus de temps. Mais j'ai retenu que finalement, il ne fallait pas énormément d'indicateurs, quoi. Ça ne sert à rien d'avoir 150 indicateurs. Il faut avoir les indicateurs les plus pertinents. C'est quoi un bon indicateur finalement? Alors, si je reprends l'exemple de la voiture, le tableau de bord, vous avez combien d'indicateurs? 2, 3, 4? Moi, je pense que il y a 2 indicateurs principaux. C'est celui, est-ce que je tiens ma promesse client? Et le deuxième indicateur, c'est est-ce que ma productivité est bonne? Voilà. Donc ça, c'est les 2 piliers. Après, on peut décliner ça, mais moi, je suis pour d'abord supprimer les indicateurs qui n'apportent rien. Et si j'ai un indicateur qui est à 99,9, je ne vais pas le regarder tous les jours, ça ne sert à rien. Donc, il faut se concentrer sur d'abord la promesse client. Et là, je mesure une insuffisance dans cette promesse client. Pourquoi? Comme on l'a montré tout à l'heure, pourquoi est-ce que j'ai 1900 clients qui n'ont pas été livrés? Et on doit creuser ça. J'ai bien aimé la phrase « faire descendre le client dans l'entrepôt ». Ah, complètement. Ça, c'est tellement vrai, aussi bien dans l'industrie, dans la production que dans la logistique. Il faut former les gens, il faut les éduquer à se dire, mais si c'était vous, le client, qui attendait le produit qui a été commandé, puis c'est le patron de Peugeot qui disait un client content, il en parle à personne, un client mécontent, il en parle à 10 personnes. Est-ce que ces indicateurs, ils évoluent pas avec le temps aussi? Parce que bon, finalement, un entrepôt, c'est pas la même chose d'un début à l'autre de l'année. Il connaît aussi des variations tout au long d'activités, de produits, de saisonnalité. Vous avez tout à fait raison, et ce qui fait un peu les liens, je pense, c'est comme on essaie d'évoquer, l'aspect de la prise de décision. C'est-à-dire que les bons indicateurs pour l'entreprise aujourd'hui ne seront pas forcément les mêmes d'ici un an, parce que les business, il a peut-être évolué, mais même si les business, lui, ils restent les mêmes, la structuration de l'entrepôt et la performance, elle a évolué, et peut-être que les points d'attention d'aujourd'hui sont différents de celui d'il y a un an. Donc il faut effectivement ne pas hésiter à faire évoluer. La thématique, elle est souvent un peu constante. Comme disait François, il y a l'aspect de la qualité, il y a l'aspect un peu du délai, le respect de la promesse, les coûts. Cette thématique, elle est même, mais les bons indicateurs à l'intérieur de ce thème-là, il va forcément évoluer avec les temps et avec les niveaux de maturité de l'entrepôt au cours de sa vie, quoi. Ouais. Dans cette question, je trouve ça très intéressant parce que en relation avec faire descendre le client dans l'entrepôt, moi j'ai beaucoup travaillé dans le domaine du e-commerce, et j'attache une énorme importance à la première commande d'un client nouveau. Vous avez un client qui vient sur votre site.
il achète un produit pour la première fois. Ben, il faut le privilégier, ce client-là. Il faut le dissocier à l'intérieur de l'entrepôt avec une étiquette qui permet de se dire « Attention, celui-là, il ne faut pas le rater ». Un client qui a commandé déjà 10 fois, je ne dis pas qu'il faut le massacrer, hein, qu'on soit clair, mais à la limite, s'il y a une petite ratée, il vous le pardonnera. Mais une ratée sur un nouveau client qui commande pour la première fois, vous le perdez définitivement, ça vous coûte très cher. Ouais. Alors, je me tourne vers Hervé, il a peut-être des questions, je pense qu'il en a. Hervé prend son micro, il va me poser la première question. Oui, bonjour à tous et bonjour Jean-Philippe. Un tableau de bord n'est-il pas conçu en fonction du destinataire? Car en effet, on ne va pas faire un tableau de bord identique pour un DG ou un opérateur. C'est évident. Ouais. C'est évident que, surtout si vous, comme on l'a dit, il faut se limiter à quelques KPI, ces KPI ne vont pas être du tout la même chose si je suis responsable des expéditions ou de la réception par rapport à un patron même de site ou même un directeur général. Le directeur général, il va attacher énormément d'importance sur la promesse client, c'est normal, c'est ses clients qui le font vivre. Alors que quelqu'un qui est plus terrain sur de la mécanisation, bah, il va vérifier que tout doit bien tourner. Non, et ce que j'allais juste compléter, c'est que c'est pour ça qu'on parlait plutôt de multiniveau, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qui va intéresser peut-être les chefs d'équipe, expédition n'est pas forcément la même chose qui va intéresser au DG, mais cette notion de multiniveau permet d'assurer un peu la cohérence entre tout, c'est-à-dire qu'on peut aller creuser, et pour certains, on va regarder quelle partie de détails qui les intéresse, mais il faut que tout soit d'une certaine manière connecté et aligné pour qu'on sache voir l'impact du plus détaillé vers la vision globale qu'on va voir. Mais effectivement, il faut adapter les indicateurs par rapport aux interlocuteurs qu'on a en face, c'est sûr. Mais justement, les indicateurs, est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre d'indicateurs qu'il faut rendre visibles dans l'entrepôt, justement, pour peut-être stimuler, mobiliser, autour d'objectifs qui sont clairement identifiés? Oui, clairement, comment dire, la tour de contrôle, ça doit avoir une vision totalement temps réel, hein, comme on l'a signalé, et puis très visuelle, avec des écrans dans l'atelier en disant bah, il reste plus que tant de commandes, que les gens se sentent impliqués dans tout ça. Les approprient, tout à fait. Oui, Hervé. Donc là, la personne qui pose cette question précise tout d'abord qu'elle est 100% d'accord avec tout ce qui a été dit sur les concepts et le bon sens de l'observation. C'est une bonne chose déjà. Néanmoins, on n'a pas parlé de la notion d'organisation des routines claires et standardisées pour animer les tableaux de bord et les plans d'action. Est-ce que vous pourriez donner quelques précisions à ce sujet? Alors, qui souhaite répondre? C'est une bonne question, c'est une très bonne question. Après, si vous voulez, quand on est dans le domaine de la tour de contrôle, il faut que ce soit, je dirais, quasiment 100% automatisé. Alors que quand on est dans du domaine du tableau de bord ou encore plus dans les plans d'action, là, l'humain va prendre beaucoup plus de place. Par exemple, si on est dans le domaine du tableau de bord, ce qui est intéressant, c'est d'avoir effectivement les KPI, son évolution, mais aussi d'avoir des commentaires par rapport à tel critère qui a baissé par rapport à la veille, ou voilà, qui est du diagnostic. Et puis après, quand on descend dans le troisième pavé qu'a décrit Guilherme, effectivement, là, on est plus dans l'action et on a besoin de gens avec des animateurs. Voilà, c'est du travail. Ça peut pas être un truc qui sort automatiquement de l'ordinateur. Oui. Sur la question de la standardisation, justement, est-ce qu'il y a vraiment des indicateurs standards, voilà, qu'on peut appliquer d'un entrepôt à l'autre, d'une entreprise à l'autre, où chaque entreprise est un... Moi, je dirais plutôt que chaque entreprise est à ses critères. Une entreprise de B2B par rapport à du B2C, c'est pas du tout la même chose. Une entreprise dans le domaine du luxe qui a une notion de 100%, si ce n'est 200% pour la satisfaction client, c'est peut-être pas la même chose que sur une entreprise qui fait du mass market. Voilà, donc moi je crois à la personnalité. Il n'y a pas une voiture qui a le même tableau de bord de la marque d'à côté, quoi. Donc, et pourtant, c'est
Quand on va mesurer la vitesse. On va mesurer quand même, il y a des critères qui sont communs, oui, oui. tout à fait. Hervé ? Quels sont les outils techniques pour capter et remonter l'information en temps réel dans un entrepôt et qui permettront de suivre les KPI en temps réel? Et je compléterai aussi avec une autre question. Avez-vous des préconisations en termes d'outils pour la mise en place technique et IT? Alors, comme on disait, sur la partie temps réel, c'est forcément beaucoup lié à des systèmes d'information. Donc, par rapport à ce qu'on a montré comme exemple, qu'est-ce qui a été déjà préparé versus ce qui est encore à préparer, c'est souvent par rapport à des extractions dans un WMS, des choses comme ça. On pourrait imaginer aussi, par rapport à les volets coûts et productivité, on peut aussi mesurer ce qui a été fait par rapport aux opérateurs qui sont logués dans les systèmes et au fur et à mesure que les opérations sont validées, cette information, elle peut remonter. Donc, il y a, c'est vrai, beaucoup de choses liées au système d'information, mais on peut aussi imaginer des choses un peu plus manuelles. On parlait tout à l'heure au départ camion. On peut imaginer que dans la zone d'expédition, il y a les plannings de réception de camions et que des gens viennent fixer des pastilles vertes au fur et à mesure qu'on a fini l'image de camion devant les quais et on montre. Donc ça peut évoluer de manière pas 100% informatisé, même si c'est un réel, il demande un peu d'information. Après, surtout pour capter l'information au départ, hein, dans les ateliers, il faut vraiment que cette information, elle remonte pour qu'ensuite elle puisse être... Voilà, donc il faut pas hésiter à faire participer l'opérateur. Donc, dans l'exemple que j'utilisais tout à l'heure, un opérateur que lui, il a fini sa tâche, il vient, il met une pastille verte dans un tableau où tout le monde peut le voir. Voilà, c'est lui qui est en train d'alimenter. La plupart du temps, il va les faire sans faire exprès via un scan ou quelque chose. Mais s'il faut aller dans les manuels, il ne faut pas hésiter à faire participer les opérateurs, quitte à ce que lui, il fasse aussi la remontée de l'information. Voilà, je ne suis pas. Et pourquoi pas, j'ai besoin d'un coup de main et c'est l'information qui circule. Il y a deux aspects. Il y a l'information en elle-même. Oui. Alors, on va privilégier des capteurs automatiques qui créent cette information. Et puis la présentation de cette information. Et je crois qu'aujourd'hui, de moins en moins, on accepte des présentations avec des tableaux Excel, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est beaucoup plus sur des indicateurs où on est par rapport à des objectifs, on est quelque chose de plus visuel, de plus instantané pour savoir on est bien, on n'est pas bien, quoi. Voilà. L'indicateur est souvent lié à un contrat, des sanctions et pas à un pilotage de l'activité. En tant que consultant, est-ce que vous confirmez? Plus ou moins. Moi, je ne suis pas tellement partisan d'associer des notions de prime à des notions de KPI atteints ou pas atteints. Surtout quand c'est des KPI locaux, quoi. Parce que la nature humaine est ainsi faite qu'elle trouve très rapidement les biais pour atteindre le meilleur KPI, mais qui n'est pas, comme on l'a dit, aligné avec l'entreprise et avec les objectifs globaux fixés par la DG. Donc, je pense que c'est aussi lié souvent à cette prédominance du tableau de bord du passé versus la tour de contrôle. Donc nous, en fait, on constate un peu ça et notre réponse est d'essayer de donner plus d'importance à la tour de contrôle et piloter vraiment la performance, pouvoir agir, plutôt que d'être dans cette notion de « Ah, la semaine dernière, vous étiez pas bon, pas bien ». C'est pas ça l'idée, c'est de vous dire aujourd'hui, pour ce qui reste à faire, on n'est pas bien, on prend la décision de manière à éviter les problèmes. Donc oui, trop se focaliser sur un tableau de bord mesure du passé a cette tendance à vouloir compenser ou pénaliser quelque chose plutôt que de vraiment la piloter. Donc la solution, s'il y en a une simple, c'est plutôt d'essayer de donner davantage d'informations et des moyens, des outils au terrain dans cette logique de tour de contrôle pour qu'on puisse agir et pas être à constater, sanctionner des choses qui ont déjà passé, quoi.
Ils sont déjà passés. Est-ce que ça peut présenter aussi un intérêt d'organiser des réunions avec les équipes autour de ces indicateurs, justement, pour qu'il y ait un vrai débat et des plans d'action Ah ben ça, c'est le rôle du tableau de bord, Ouais. tout à fait. Il faut, le matin, à la limite, donner les 5-6 critères Ouais. qui ont été obtenus la veille. Mhm. Mais j'insiste, comme le dit Guilherme, nous, dans les interventions qu'on peut faire, on constate quand même beaucoup de faiblesses Ouais. dans la partie tour de contrôle à privilégier le tableau de bord, quoi. Mhm. C'est-à-dire que récemment, par exemple, on est intervenu dans une entreprise dans laquelle il y avait eu une dégradation du taux de service et on s'est rendu compte que les fonctionnalités de réapprovisionnement du picking étaient catastrophiques. Alors, donc, c'est complètement dans la démarche qu'on a expliquée. On a commencé par faire du terrain, discuter avec les gens pour savoir pourquoi. Et puis ils nous ont montré les choses, et puis on s'est dit, mais attends, ce problème-là, finalement, il a beaucoup d'importance. On a mis une surveillance sur ce critère, et puis on a pris un plan d'action pour pouvoir avoir un taux de service au picking qui soit le plus élevé, et tout est remonté assez rapidement. Donc c'est plus la notion de tour de contrôle sur lequel, quand on intervient, on leur dit, mais alors quels sont les outils que vous avez pour piloter? Et là, c'est souvent assez faible, hein. Ouais. Surtout dans son ergonomie, quoi. Les gens ne voient pas. Recommanderiez-vous des KPI différents en fonction du taux d'automatisation d'un entrepôt? Ouais, je l'ai posé la question aussi, oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Surtout vérifier que les machines fonctionnent bien. Ce n'est pas toujours le cas. Oui, surtout sur la partie un peu plus moyen pour atteindre la performance. C'est sûr que quand on est dans la vision client, à la limite, on a tenu notre promesse ou pas, qu'on soit automatisé ou non, ça ne change pas. Mais c'est sur la façon de mesurer des productivités, de mesurer des coûts et ce genre de choses. Forcément, des entrepôts très automatisés, ils demandent des choses un peu différentes. Et dans comme on avait évoqué, il y a une tendance, plus on est mécanisé, plus on a une tendance à voir la tour de contrôle de manière un peu plus standardisée, parce que ça vient avec un lien à la maintenance, etc. Donc souvent, les entrepôts qui commencent à se mécaniser, ils servent aussi un peu comme une locomotive pour les restants de l'entrepôt, et cette vision de la tour de contrôle qui est très présente dans la partie mécanisée et qu'on finit par réussir à l'élargir ailleurs. Donc il faut adapter, c'est pas forcément la même chose un entrepôt 100% manuel versus des zones mécanisées. Il y a des différences à prendre en compte. Ouais. Ouais, quand on a un entrepôt manuel, on est sur essentiellement du management des hommes. Les mettre au bon endroit et puis adapter la capacité qu'on met en place par rapport aux besoins. Quand on est dans un entrepôt mécanisé, là on passe plus dans un domaine quasi industriel où l'importance des gens qui assurent la maintenance, qui font tourner la machine, devient beaucoup plus importante que les gens qui font du simple prélèvement. Parce que si la machine s'arrête pendant 2 heures, je vais avoir 5, 6, 10 personnes qui vont attendre que le système reprenne. Et puis, en général, c'est à ce moment-là la machine qui fixe la cadence, c'est pas la personne. Donc là, il y a effectivement, la question est parfaitement intéressante. On ne peut pas avoir les mêmes KPI. Je crois qu'on n'a plus d'autres questions, Hervé. Une dernière peut-être? Alors, une dernière question. La promesse client intègre de plus en plus de retours produits. Comment être performant dans leur gestion? C'est effectivement un des KPI qui doivent être bien suivis, Ouais. c'est-à-dire combien de temps je mets pour répondre à un client qui me demande un retour, combien de temps, s'il y a une réparation à faire, je mets pour lui proposer un devis. Voilà, tous ces éléments-là, ça fait partie de la promesse client, Ouais. au sens large du terme, donc SAV compris. Ouais. Et c'est sans doute, moi, je le dis, mais je le dis off, je suis assez fan d'Amazon, parce que ça fait pas... ils ont un service retour qui est exceptionnel, Ouais. exceptionnel. Donc, Et c'est souvent
Et c'est Vraiment une activité qui est souvent délaissée, tout à fait. négligée. Ouais. Tout à fait. Oui, oui. Donc effectivement, vous avez raison de poser cette question. Le SAV doit être intégré dans à la fois la tour de contrôle, mais aussi le tableau de bord, quoi, surtout. Et la partie retour, elle a la particularité aussi que c'est souvent intéressant de décomposer les processus entre des étapes qui ont des urgences différentes. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a souvent une notion de remboursement aux clients, etc. Donc cette partie-là doit être traitée relativement vite. Mais peut-être il y a d'autres éléments qui vont être moins gênants, qu'on peut utiliser comme lissage. Donc bien décomposer cette partie retour et mesurer des étapes différentes entre ce qui concerne vraiment les clients, ce qui est plutôt de l'interne. Peut-être qu'on peut prendre un peu plus de quelques jours de supplémentaires pour aller effectivement ranger les produits dans les bons endroits, mais de confirmer qu'on l'a bien reçu et qu'il est en état pour déclencher un remboursement. Il y a des urgences et des vitesses des traitements qui doivent être bien identifiées. Après, ça va dépendre bien évidemment du cas particulier de chaque entrepôt, mais décomposer en différentes étapes des processus est souvent une bonne façon de gérer ces retours. Merci, moi je pense qu'on peut arriver à la conclusion. Moi, j'ai retenu en tous les cas que mettre en place des indicateurs dans un entrepôt, ça permet effectivement de mesurer la performance opérationnelle, économique, mais aussi ça permet de mesurer le service apporté au client, et ça donne à l'entrepôt une dimension un peu stratégique, hein, finalement. Totalement, totalement. Merci en tous les cas pour votre exposé, tous les deux. Merci pour vos questions, et puis à très bientôt pour une nouvelle émission de Supply Chain Village.